Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2. Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous. Et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui fleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti! Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouvel épisode original de la saison 2. Je suis accompagnée aujourd'hui par Nadège. Bonjour tout le monde! Et Ludo. Salut! Et aujourd'hui, on va vous parler d'un ingrédient qui assure rendre la transition céto plus douce et plus simple pour plein de gens. Cet ingrédient, c'est le faux sucre ou l'édulcorant qui permet de retrouver ce petit goût sucré qui peut manquer à certains, notamment au début. Alors, on va commencer par la théorie. Nadège, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types d'édulcorants qui existent? Alors, il y a déjà les édulcorants de synthèse. Parmi eux, on trouve l'aspartame, qu'on connaît tous pour le débat qu'il a lancé sur ses éventuels effets cancérogènes. C'est l'édulcorant de choix encore aujourd'hui, notamment pour les boissons light et les aliments à faible apport calorique. Il a été découvert dans les années 60 et il est référencé dans les produits transformés sous le matricule E951. On continue d'en trouver dans le commerce des grandes surfaces et dans les pharmacies actuellement, même s'il est plus rare qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a le sucralose. Le sucralose, il est très courant aujourd'hui. Il est le digne successeur de l'aspartame depuis les polémiques qui lui sont attribuées. Comme l'aspartame, il a un fort pouvoir sucrant, presque 700 fois supérieur aux acharoses, au sucre de table. Il est référencé sous le matricule E955 sur les étiquettes. On le trouve très très facilement dans le commerce courant. Il ressemble à une poudre blanche ultra floconneuse. Et puis enfin, parmi ces édulcorants de synthèse, on trouve aussi la maltodextrine qui est obtenue par hydrolyse, c'est-à-dire décomposition, de l'amidon de blé, de riz ou de maïs. Il est également trouvé dans les produits industriels ultra transformés comme les sauces, les soupes, les laitages, les sucreries et dans les boissons pour sportifs parce que ces glucides passent très vite dans le sang. C'est un agent qui aide aussi les industriels pour jouer sur la texture. Ce n'est pas un édulcorant qu'on trouve vendu en tant que tel dans le commerce, mais plutôt dans les produits transformés. Maintenant, tandis que l'aspartame et le sucralose n'ont pas de véritable effet sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, tous deux ont malgré tout une forte chance de provoquer une réponse insulinique, c'est-à-dire d'engager une sécrétion d'insuline par notre corps. Ils ont été vivement conseillés pour les personnes diabétiques et le sont toujours un peu actuellement, notamment parce qu'on ne constatait pas forcément d'augmentation significative du taux de sucre dans le sang après leur consommation. Seulement, comme ils ont pour effet de malgré tout enclencher la production d'insuline, on peut dire que c'était un peu comme donner une pelle aux gens pour qu'ils creusent leur propre tombe. Parce que la résistance à l'insuline à laquelle sont confrontés les patients diabétiques ne peut que s'en trouver renforcée avec la consommation de tels édulcorants. Donc l'aspartame et le sucralose, bien que ne générant pas de réponse glycémique dans le corps, restent assez néfastes parce qu'ils engagent malgré tout une sécrétion d'insuline, qui est un peu qui est totalement d'ailleurs ce qu'on veut éviter pour traiter un diabète, comme pour prévenir un surpoids ou d'autres pathologies. Donc en céto, finalement, on oublie. Et puis, la maltodextrine, finalement, on la subit pour peu qu'on veuille consommer des aliments industriels ultra transformés. Parce qu'elle n'est pas vendue en tant qu'édulcorant dans le commerce, mais elle va plutôt se cacher dans des plats, des sauces ou encore dans la charcuterie. Elle agit similairement au sucre de table, avec une sécrétion de sucre dans le sang, donc d'insuline également.
Donc reste à essayer au maximum de lire les étiquettes et éviter autant que faire se peut sa consommation. Alors, ça, c'est un truc, trouver du sucre dans de la charcuterie, ça me fait penser à Ludo qui était tombé sur un rayon charcuterie sans gluten. Elle disait, bah, normal, quoi. Mais enfin bon. Alors revenons à nos moutons. Ensuite, il y a donc on a vu les édulcorants de synthèse. Ensuite, il y a les alcools de sucre, c'est ça? Oui, les alcools de sucre. Ce sont des sucres dérivés de produits naturels. On y trouve notamment l'érythritol, le xylitol, le maltitol, le sorbitol, le mannitol, l'isomalt, le lactitol. Bref, en gros, souvent les terminaisons en ol. Bon, voilà. La plupart des alcools de sucre n'ont que peu d'effet sur la glycémie et l'insuline, à l'exception peut-être du maltitol et du sorbitol. Donc attention à ces deux-là. Ces édulcorants, on les trouve souvent dans les produits ultra transformés, ce n'est pas une surprise, mais on trouve deux de ces édulcorants vendus en tant que tels dans le commerce, et vous le savez si vous êtes cétogène. Il s'agit du xylitol et de l'érythritol. Le xylitol, lui, il est issu de l'écorce de bouleau et est souvent utilisé pour son côté rafraîchissant et non cariogène dans les sucreries. Mais même s'il n'induit qu'une faible montée de la glycémie chez certains, il va en revanche stimuler la sécrétion d'insuline. Donc c'est une fausse bonne idée, surtout si on commence l'alimentation cétogène ou qu'on souffre de troubles du métabolisme comme un diabète par exemple. Je dirais que le xylitol, il pourra convenir à des non-cétogènes qui cherchent une alternative plus saine que le sucre de table, sans changer leurs habitudes puisqu'ils sucrent au même niveau que le sucre ordinaire. Pour ce qui est de l'érythritol, alors c'est un des Ery chouchous pour de les intimes. l'alimentation cétogène, vous le savez. Il est assez neutre en goût et il ne va pas provoquer de montée de glycémie, ni même de sécrétion d'insuline. Il fait de plus en plus sa place au rayon des édulcorants, mais aussi dans les produits industriels. Donc ça, c'est une assez bonne chose, c'est une bonne nouvelle en ce moment. Donc lui, on lui dit oui. Alors moi j'ai entendu parler du fruit des mannes en plus pour sucrer aussi. Tu sais ce que c'est toi Nadège? Oui, il fait partie avec la stevia des sucrants naturels. Le fruit des moines, ou monk fruit, c'est un petit fruit originaire d'Asie qui ne contient pas de sucre, mais qui a étonnamment un goût sucré. C'est un fruit magique, en somme. Il est assez connu dans le monde anglo-saxon et notamment dans la communauté cétogène des États-Unis et du Canada, d'où leur facilité à le trouver en poudre pour faire des pâtisseries. En revanche, en Europe, le fruit des moines a encore du chemin à faire. Donc le meilleur moyen pour s'en procurer reste Internet, malheureusement, ou alors de le faire soi-même en achetant ces fameux fruits sur les marchés asiatiques. Et enfin, il nous reste à parler de la stevia, qui est notre deuxième chouchou en alimentation cétogène. Elle est naturelle, elle ne provoque ni montée glycémique, ni de montée d'insuline. Elle a un fort pouvoir sucrant, ce qui la rend économique. Mais il faut le dire, elle présente quand même le désavantage de l'arrière-goût réglissé qui peut déplaire à beaucoup. Cependant, il ne faut absolument pas en avoir peur. Préférez commencer avec un édulcorant à base d'érythritol, donc en majorité un édulcorant qui n'aura pas de goût, enfin un goût relativement neutre, et de stevia. Par exemple, vous le trouvez dans les marques Daddy Stevia, Purvia Stevia ou Regain, qui est une marque qu'on trouve chez Intermarché. Donc leur base, elle est faite sur l'érythritol. Vous le voyez dans la liste des ingrédients. Et la stevia se retrouve en toute petite quantité, parce qu'elle a un fort pouvoir sucrant, ce qui permet de s'initier un petit peu au goût de la stevia sans avoir les désavantages de l'arrière-goût vachement fort de réglisse. Donc avant tout, érythritol et stevia et fruit des moines, si on en trouve. D'ailleurs, le fruit des moines qui est commercialisé aux États-Unis et au Canada, c'est la même chose que le mix érythritol-stevia. Il y a toujours besoin d'un agent de charge parce que il est vachement sucré aussi comme ça à l'état pur. Donc effectivement, à partir du fruit, tu peux en faire un espèce de sirop, mais vraiment, il est très 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 sucré, quoi. Faut en mettre très peu? Difficile à doser. Ouais, ok. Ouais. Ok, ok. Alors, par contre, oui, faut le rappeler ça. Faut pas se faire piéger par le marketing
et par les packaging qui vous vendent monts et merveilles. N'oubliez pas que l'objectif de ces opérations-là, c'est de vous vendre un truc que vous pensez bon pour votre santé alors qu'il n'est pas spécialement... Enfin, c'est pas ce que vous cherchez exactement. Par exemple, le sucre de coco, le miel ou le sirop d'agave, ils occasionnent tous une réponse glycémique et ce sont pas des édulcorants comme on l'explique, mais vraiment des sucres en fait. Ah oui, et l'autre fois j'ai vu un truc et j'étais assez choquée, c'est un autre piège marketing. Aujourd'hui on a des emballages qui indiquent moins 40% de sucre par rapport à la recette originale. Alors effectivement, il y a moins 40% de l'ingrédient sucre. En revanche, il y a souvent un autre édulcorant, par exemple la maltodextrine, qui est riche en glucides, mais qui ne porte pas le nom sucre. Et du coup, au final, tu te retrouves des fois avec un produit labellisé moins 40% qui contient plus de glucides que le produit original. Et ça, moi, je trouve ça vraiment jouer avec... Enfin, prendre des gens pour des cons, quoi. Clairement. Non. J'avais un prof qui a dit le but du marketing, c'est de vendre aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça. Alors, ensuite, il y a bien sûr tous les produits qui sont labellisés sans sucre ajouté. Donc là, il faut bien lire les étiquettes parce que on rajoute pas de sucre. Mais alors, il y a toujours l'histoire de quel sucre. N'oubliez pas qu'il y a 100 appellations différentes du sucre sur les étiquettes. Et puis, surtout, ça ne veut pas forcément dire sans glucides. D'ailleurs, Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer comment on lit le taux de glucides sur une étiquette ? Parce que, pour revenir aux édulcorants, la ligne glucide du tableau nutritionnel indique un chiffre important. Comment ça se fait ? Yes. D'ailleurs, c'est souvent un des instants de panique qu'on peut avoir quand on est débutant. T'es là, t'écoutes le podcast Parlons Céto, les filles elles te disent l'érythritol et la stevia c'est bon, ou tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois un chocolat sans sucre qui apparemment peut être consommé tranquillement. Alors soit t'achètes le chocolat ou tu cours acheter le paquet de Purvia en toute confiance, tu lis même pas l'étiquette et puis t'arrives à la maison et là c'est le choc en fait. Quand tu retournes le paquet, tu te retrouves avec entre les mains un chocolat théoriquement faible en glucides, mais sur le paquet, c'est par exemple marqué 60 grammes de glucides pour 100 grammes. Ou pareil pour les produits, enfin moi j'ai beaucoup utilisé Purvia, donc je dis Purvia, mais c'est pas de la pub, où tu retournes le paquet de Purvia, Stevia, et tu vois 99% de glucides. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui ne marche plus en céto en fait ? Et c'est là qu'on rentre en fait dans les talents de lecteur d'étiquettes ou de lectrice d'étiquettes de chacun. Car sur la majorité des produits en céto, en général, on va vous dire de regarder la ligne glucide. Et elle va être pour la plupart des produits suffisante pour faire un choix en fait. Mais pour les édulcorants ou pour les produits qui contiennent beaucoup d'édulcorants, il faut regarder plus en détail en fait. Il faut regarder en dessous de la ligne glucide. Vous aurez souvent, par exemple, si on reprend l'exemple du chocolat, vous allez avoir écrit 60 grammes de glucides, dont sucre 10 grammes. Et en dessous de la ligne sucre, il y aura une autre ligne intitulée don polyol, ou sur certains produits, ça peut être écrit don polyalcool, qui, elle, sera plutôt à 50 grammes. Donc là, à partir de ce moment, on se rend compte en fait que les glucides qui composent ce produit sont plutôt essentiellement constitués de polyol ou de polyalcool, donc les fameux sucres-alcool dont Nadège parlait plus haut. Et à ce moment, on est beaucoup plus en confiance en fait sur les glucides qu'on va ingérer. Et si on veut vraiment se rassurer, on peut regarder la liste des ingrédients. Et normalement, quand vous avez un produit à 60 grammes de glucides avec 50 grammes de polyol, vous retrouverez ces édulcorants cités dans les 2-3 premiers ingrédients du produit. Donc, c'est un produit que vous pourrez consommer, certes toujours avec une certaine modération, mais au moins, vous êtes quasi certain que vous n'êtes pas sur des glucides on va dire, à très haut index glycémique, même si c'est pas forcément la notion capitale en céto. Donc l'astuce, elle va être là. Ce sera de vérifier que la ligne dont sucre est relativement faible, donc vous avez un chiffre relativement faible, et j'insiste vraiment sur le et que la ligne polyol ou polyalcool, elle, le chiffre est plutôt élevé.
Après, il existe des produits où vous n'aurez pas de ligne polyol. Je reprends l'exemple de Purvia. Sur mon paquet de Purvia Stevia, il n'y a pas de ligne polyol. C'est juste marqué glucides 99 grammes pour 100 grammes et la ligne don sucre est à 0. Par contre, si je me mets à regarder en fait la liste des ingrédients, je me rends compte en fait qu'il y a uniquement des édulcorants dans ce produit. Il y a de l'érythritol et de la stevia. Donc, après il y a des arômes, mais ça me met tout de suite en confiance en fait. Je comprends que je suis sur un produit 100% édulcorant et que je n'ai pas de risque de trouver des glucides qui pourraient être préjudiciables en fait à l'alimentation cétogène. Donc voilà. Donc le conseil en fait, c'est surtout d'être à l'aise avec la lecture des chiffres et des chiffres présents sur l'étiquette et de savoir vraiment quels édulcorants vous vous autorisez. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites le choix de ne pas consommer de maltodextrine ou de maltitol par exemple, il faut que vous sachiez tout de suite en regardant une étiquette, bah non, ce produit-là il y en a, j'en veux pas par exemple en fait. Voilà, c'est ça. L'astuce elle est là pour pouvoir se dépatouiller et ne pas être en panique devant un produit autorisé en guillemets en céto et sur lequel le nombre de glucides apparaît énorme. Ok, très bien, merci pour ces explications. Alors moi je précise que quand j'avais commencé, je lisais la ligne don sucre. Je n'avais rien compris à cette affaire. Et je me suis fait arnaquer, je mangeais des galettes de riz, j'étais là, ouais, ça passe, crème. Et j'ai perdu du poids quand même, hein. Ouais, Mais c'est ça c'est ça qui est troublant en fait. C'est-à-dire voilà. que on va te dire ne lis pas la ligne don sucre, prends les produits les plus faibles en glucides possibles et là c'est juste les produits qui dont t'as envie mais qui te bloquent en fait quand t'as pas bien compris comment les lire en fait. Ouais, c'est clair. Alors maintenant qu'on sait tout sur les édulcorants, que pensez-vous, que pensez de leur consommation? Est-ce que c'est des choses qu'on va mettre de côté au début ou est-ce que c'est des choses qu'on peut consommer au début d'une alimentation cétogène? On met de côté par contre le débat sur une éventuelle toxicité des édulcorants de synthèse, etc. On vraiment axé ça plutôt sur l'impact du goût sucré, l'impact que peut avoir le goût sucré sur nous en fait. Nadège, t'en penses quoi toi? Tu penses qu'il faut essayer de s'en passer quand on devient céto? Alors moi, je suis pas vraiment contre. C'est une aide certaine pour arriver dans l'acéto. Certes, le moins est le mieux, mais si aujourd'hui il n'y avait pas eu cette aide, moi je connais beaucoup d'adeptes de l'acéto qui n'auraient jamais pu tenir l'alimentation cétogène sur la longueur. Donc pour moi, c'est une véritable aide qu'il ne faut pas diaboliser. Moi je trouve qu'il ne faut pas culpabiliser les gens sur l'utilisation des édulcorants cétogènes. On doit déjà adapter beaucoup de choses dans sa céto. Alors, l'érythritol et la stevia peuvent vraiment aider à passer le cap ou même être source de réconfort dans des moments de la vie où le sucré avait valeur de doudou avant. Ouais, parfois, on a vraiment envie de sucrer, on a besoin de sucrer. Donc voilà, là, c'est vraiment un échappatoire relativement sain. Donc pourquoi pas. Donc moi, j'y suis vraiment favorable. Et puis se couper totalement du goût sucré, c'est un choix et une expérience personnelle. Donc, et je pense que ça doit pas être une généralité pour l'acéto. Voilà. J'adore le côté doudou dont tu parles. Ça me rappelle une anecdote en fait avec Leïla. D'ailleurs, je crois que l'une des premières fois que je lui ai parlé sur Insta, c'était autour c'était non pas un cookie, un brownie céto, enfin début de l'hiver. Mon premier la hiver. Soirée, Ouais, mais c'est grave, je crois. La soirée brownie. La soirée brownie en fait. On était toutes les deux, je pense, dans un mauvais mood lié ou pas à l'hiver en fait, et on avait eu envie de brownie. On a fait des brownies le même jour, et je crois que ce jour-là, si j'avais pas eu d'édulcorant, ça aurait tué ma soirée en fait. Ça, vraiment. Et donc ouais, non, le côté doudou à un moment, surtout au début, ça peut sauver des vies. Je confirme, Nadège. Ouais. Et du coup, toi, Ludo, t'en penses quoi? Ouais, mais le pire c'est ça, tu vois, je dis ça, mais moi je suis pas spécialement fan d'édulcorants
déjà avant même, euh, déjà les filles, je voulais vous dire merci pour vos explications parce que en vrai, moi, les subtilités des édulcorants, j'y ai jamais rien compris et vu que j'étais pas spécialement fan, mais surtout par rapport au goût. Je m'y suis jamais plus intéressée que ça. Euh, Parce que j'avais l'expérience d'avant avec l'aspartame, les produits sans sucre, mais sucrés à l'aspartame, et j'ai jamais vraiment trop adhéré à ce goût-là. Et parce qu'aussi avant l'acéto, je sucrais assez peu. Et donc en commençant l'acéto, ben, j'ai un peu choisi moi aussi de continuer sur cette tendance peu sucrée. Mais j'ai quand même acheté du coup du Purvia. Parce que c'est la marque que je voyais. En fait, moi, j'ai surtout retenu la marque. Je suis pas partie sur le côté composition, en fait. Et les produits que j'ai achetés, c'était du mélange érythritol stevia. Et du coup, ma foi, même si c'est majoritairement de l'érythritol, le fait qu'il y ait de la stevia dedans, ça me donnait pas un goût, enfin, qui me transcendait, quoi. Même dans le brownie de Hmm. l'époque, j'avais mis ça. Mais du coup, le goût n'était pas toujours satisfaisant pour moi. Et ce qui fait que finalement, je me suis dit, ouais, si c'est ça les édulcorants en céto, C'est pas la ouais, peine. c'est pas la peine, quoi. Et ce qui fait que mais vraiment véridique, je crois qu'en 3 ans de céto, déjà, enfin, j'ai acheté que de la Purvia, la marque, et j'ai dû acheter 3 boîtes maximum de 40 sticks. Même là, je viens d'en terminer en mettant dans un brownie que j'ai fait à mes collègues Paceto. Et vraiment parce que je l'utilise pas du tout. Et j'ai dû acheter une ou deux boîtes de carreaux. Donc je n'utilise mais vraiment très très peu. Par contre, dans nos repas céto, j'ai pu découvrir des pâtisseries avec de l'érythritol pur. Et là, ouais, j'avoue, c'est vraiment bluffant. J'ai vraiment accroché. Il n'y a pas d'arrière-goût. Limite même, je suis contente de ne pas avoir découvert ça avant parce que j'aurais pu devenir accro à l'érythritol pur en fait. Donc vraiment, c'est ça moi. Par contre, je pense que c'est une vraie béquille pour les gens. Ça peut vraiment accompagner plein de personnes dans les débuts, dans la transition, ou même pour plus longtemps finalement sur le parcours en fait, dans leur parcours céto. C'est pas forcément, enfin moi mon message c'est pas forcément que les édulcorants c'est juste pour la transition, ça peut l'être, mais finalement si on en a besoin tout au long de sa vie en fait, euh, Hmm. on peut y aller, même si j'ai pas d'avis scientifique sur la question, tu vois. Mais je pense Ouais. que dans une consommation raisonnée, ça peut complètement s'intégrer en fait dans la vie de plein de gens. Ouais, et le mot-clé, c'est raisonner. Parce que, en fait, par rapport à ça, moi, je trouve que, en fait, les personnes qui sont réellement addictes au sucre, qui se tournent vers l'alimentation cétogène et qui mangent 1, 2, 3 desserts par jour parce que c'est autorisé, parce que c'est céto, ça rentre dans mes macros, elles n'arrivent pas à briser, en fait, cette addiction. Parce qu'au final, le goût sucré, lui, va stimuler les mêmes récepteurs au niveau des cerveaux, au niveau du cerveau, pardon. Et au final, on n'arrive pas à reprogrammer le circuit de la récompense dans notre tête, et ça fait que on continue à maintenir cette addiction au goût sucré. Et enfin, moi, je sais que pour ma part, il faut que je fasse vraiment très attention quand je commence à mettre le nez dans des gâteaux sucrés céto, parce que c'est le gâteau entier qui passe, quoi. Euh, voilà. Du coup, tout ça, ça donne faim. On va passer du coup à la recette. Nadège, pour ce premier épisode de la saison 2, tu as décidé de faire plaisir aux petits comme aux grands. Et oui, pour le retour de Parlons Céto, j'ai choisi de proposer un classique des repas cétogènes, comme je l'avais fait en saison 1 avec le fameux pain mug cake, ce pain express cuit au micro-ondes. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à un autre classique qui peut manquer quand on débute l'alimentation cétogène, les frites. Alors ici, pas de pommes de terre, vous vous en doutez bien. On va s'orienter vers deux alternatives très populaires en céto. Le céleri rave, ce légume qu'on voit souvent sur les étals là, qui ressemble à une grosse boule blanche racineuse, et le navet boule d'or, qui lui, il est assez similaire au navet violet, mais qui a la particularité d'être d'un beau jaune.
Et ces deux légumes, ils ont un apport faible en glucides. Et donc, ils sont parfaits pour se faire plaisir sans faire exploser son compteur de glucides. Et en plus de ça, on est pile dans la saison de ces deux légumes racines. Donc, ils ont l'intérêt d'être riches en minéraux dont on a besoin actuellement, c'est-à-dire le magnésium, le potassium, bien sûr, le phosphore, le calcium, plus les fibres, évidemment. Donc, bon, je ne vous fais pas la liste, mais bref, avec eux, on fait le plein de force pour l'hiver à venir. Voilà. Du coup, comment tu prépares tes frites alors? C'est tout simple. Le plus dur, comme on dit, c'est de s'y mettre. Alors, quand on mangeait des frites de pommes de terre, le plus dur, ça restait encore d'ouvrir le sachet de frites surgelées et de lancer ça sur la plaque du four ou dans la friteuse. Ici, on va un peu plus s'impliquer quand même dans la préparation de nos frites. Mais ça reste franchement jouable, même pour les simples amateurs de cuisine. Vous allez avoir besoin, pour 2 personnes à peu près, d'un demi-céleri rave ou de 2 beaux navets boule d'or, hein, vous choisissez votre céleri ou votre navet, de la graisse de canard ou du saindoux, un peu de sel, un peu de paprika, un peu de curcuma et, c'est tout. Voilà, vous avez besoin vraiment que de ça. Et en tout premier, on va commencer par éplucher son céleri ou ses navets boule d'or avec un épluche légumes. Et bon, alors c'est un peu laborieux au premier abord, mais ça se fait finalement assez vite. Ensuite, on va procéder à la découpe. Alors, on peut choisir le format frites ou potatoes, hein. Donc, en revanche, par contre, il va falloir être très prudent avec le céleri. Je dirais qu'il faut se munir d'un bon couteau de cuisine parce que le céleri, il est franchement dur. Donc, un bon couteau, une planche à découper et on commence à découper des tranches d'1 centimètre d'épaisseur pour ensuite les découper dans le sens de la longueur pour faire nos frites. Une fois le céleri ou le navet découpé, je n'ai plus qu'à disposer environ une cuillère à soupe de graisse de canard dans une poêle à rebord haut. Et une fois bien chaude, je jette mes frites et je laisse cuire entre 10 et 15 minutes à feu moyen en les retournant de temps en temps jusqu'à obtenir une petite coloration et avoir une texture plus ramollie de notre légume racine. Une fois cuit, je verse mes frites dans un saladier et là je vais assaisonner. Je vais mettre du sel, je vais mettre du paprika pour le goût et un peu de curcuma qui va aussi permettre de colorer nos frites pour se donner un petit peu le souvenir des frites qu'on a connues autrefois avec la petite couleur jaune qu'on aime bien. Et du coup, on a vraiment le goût des frites, là, Nadège? Alors, oui et non. On va pas chercher le goût exact des frites de pommes de terre, ça c'est certain. Mais faire ces frites de céleri ou de navet, c'est déjà, en premier lieu, se soulager d'une éventuelle frustration qu'on peut avoir vis-à-vis des frites quand on passe en céto. Et puis, avoir la possibilité de faire des frites en céto, c'est d'abord un plaisir psychologique, je dirais. Yes. Ensuite, si on accepte de ne pas retrouver le goût des patates et qu'on se laisse aller à découvrir ces nouvelles saveurs, alors franchement, on se régale. D'autant plus qu'ici, je vous ai conseillé d'utiliser de la graisse de canard. Moi, je garde la graisse de canard des confits que j'ai mangés par le passé. Je la conserve dans des petits pots au frigo. Et c'est parfait pour cuisiner tous les jours. Et ici, ça va apporter une petite saveur en plus à nos frites, une petite saveur de graisse de canard. C'est franchement bon. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre le céleri et le navet boule d'or? Oui, ces 2 légumes racines se ressemblent, mais je dirais que le navet a une saveur plus douce, plus neutre, tandis que le céleri, lui, il est plus marqué, il est plus puissant. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le céleri. Par contre, si vous savez pas par lequel commencer, peut-être vous allez commencer par le navet boule d'or, en premier, qui est un peu plus doux et ensuite vous initiez au céleri, et puis, vous vous ferez votre idée, à partir de là. Mais bon, l'important c'est de se régaler et de se lancer. Voilà. Ok, bah écoute, super. Merci Nadège pour cette recette. Un nouvel épisode qui se clôture. C'était sympa. Ah là là. Salut tout le monde. Salut! Salut tout le monde, bye! Parlons Céto, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. À très vite, bye bye!